Autre information qui vient de tomber, décidément nous sommes bien servis dans ce 12-15. La Russie affirme avoir intercepté dans la nuit 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. Général, je me tourne vers vous. 12 missiles ayant visé le pont de Crimée, dans mon souvenir, il n'y a jamais eu autant de missiles abattus d'un seul coup. Une attaque de si grosse ampleur sur le pont de Crimée qu'on appelle aussi, vous savez, pont de Poutine et qui relie donc, on va avoir une carte, on est en train de la préparer, mais l'information vient de tomber, qui relie donc la Crimée au reste de la Russie et qui est un bijou pour Vladimir Poutine. On y reviendra avec vous, Sergueï Girnov, général sur le côté militaire. 12 missiles, c'est important. Ça correspond peut-être aussi à l'information sur ces missiles américains de croisière. JASSM. Voilà, qui vont équiper les F-16. Ça correspond en fait au Scalp, au Storm Shadow. Donc en fait, c'est ces missiles de croisière portés par avion qui vont directement à la cible. À distance de sécurité, comme on dit, un stand-off. Donc voilà, donc maintenant, effectivement, on n'arrête pas de dire qu'il faut détruire ce pont, que ce pont ne peut être détruit apparemment que par des missiles de précision, qui ont une forte charge d'explosifs. D'habitude, c'est en gros 400 kilos chaque fois, quand on doit bien viser l'endroit où il faut. Donc il faut attendre les résultats. Quand on dit qu'il y en a 12 qui ont été interceptés, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas passés. Donc on va voir les résultats. Et puis on sait aussi qu'en étant interceptés, les dégâts peuvent aussi, les retombées des morceaux de missiles peuvent aussi provoquer des... Et d'où c'est important, parce qu'il n'y en a pas des centaines de missiles de croisière de ce type-là donnés par les Français ou par les Britanniques. Les stocks sont très limités. D'où peut-être l'intérêt de l'approche américaine aujourd'hui d'en donner à partir de leur propre stock. Alors, autre information, dans la nuit de jeudi à vendredi, donc d'hier à aujourd'hui, il y a eu plusieurs explosions entendues donc dans plusieurs villes de Crimée, notamment Kerch et Sébastopol. On est en direct avec Marc Chassillan, vous êtes ingénieur, expert en système d'armes. Ça tombe très bien puisqu'on devait se parler aujourd'hui pour parler donc des JASSM, donc ces fameux missiles de croisière que Biden réfléchit à peut-être envoyer aux Ukrainiens. Alors peut-être ont-ils déjà été envoyés. Première question d'abord, Marc Chassillan, bonjour et merci d'être avec nous. Quelles sont les armes aujourd'hui en possession des Ukrainiens qui sont capables d'aller taper comme ça le pont de Poutine? Bonjour à tous. Alors les armes n'ont pas finalement beaucoup varié depuis plusieurs mois. En fait, il y a toujours les Scalp français et les Storm Shadow britanniques qui sont en fait deux versions d'un seul et même missile. Et puis ensuite, s'il s'approche suffisamment près, il y a quelques versions de ce qu'on appelle l'ATACMS. Donc l'ATACMS, c'est un missile qui est en fait tiré par les HIMARS, donc il est tiré depuis le sol. Et c'est un missile balistique qui peut avoir la portée requise pour aller taper à peu près n'importe quoi en Crimée, voire le pont, mais il faut vraiment s'approcher avec le lanceur pour pouvoir frapper ce pont. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, ce qui est aussi intéressant, parce que moi qui fais les salons d'armement internationaux, c'est que l'Ukraine, et elle le montre d'ailleurs dans ces salons, l'Ukraine est en train de développer ses propres missiles. Donc on a découvert par exemple au dernier salon Eurosatory au mois de juin à Paris, au stand ukrainien, il y avait un magnifique stand ukrainien, d'ailleurs on pouvait s'y rendre tout à fait librement, il y avait tout un tas de superbes maquettes de missiles de croisière de conception ukrainienne, dont les performances attendues et annoncées sont tout à fait compatibles de frappes équivalentes à celles qu'il pourrait obtenir avec des Scalp ou des JSM. Les JSM, ce sont les missiles dont vous venez juste de parler. C'est le Scalp version américaine qui peut se monter sous les ailes d'un F-16. Donc, en dehors de ces armes-là, il n'y a pas grand-chose d'autre, si j'ose dire. Alors, on en redira un mot des JSM, justement, c'est bien mieux prononcé que le JASSM, comme je disais. On apprend donc que ce sont, en effet, vous en avez parlé, 12 attaques MS, selon les Russes, qui ont été tirées par les Ukrainiens. Alors là, ils disent les avoir interceptées, mais 12 attaques MS, est-ce que ce serait suffisant, Marc Chassillan, pour détruire un ouvrage comme le pont de Kerch ? Alors un ouvrage comme le pont de Kerch, vous avez noté que c'est un ouvrage qui fait plusieurs kilomètres de long. Donc il s'agit en fait, quand on veut faire le boulot correctement, il s'agirait en fait de le casser à plusieurs endroits. Et pour casser un pont,
il ne faut pas s'en prendre qu'à la travée, il faut impérativement s'en prendre aux piliers. Or, les piliers, évidemment, ils sont sous la travée, ça ne vous a pas échappé. Donc, quand vous plongez du ciel, vous avez assez peu de chances de frapper le pilier, vous frappez ce que vous appelez la travée. Donc, la travée, c'est beaucoup plus réparable que les piliers. Et aujourd'hui, les attaques MS, comme d'autres types de missiles, ne sont pas capables de frapper les piliers. Pour frapper les piliers, il faudrait avoir des missiles à guidage laser. Alors, à une certaine époque, l'armée française en appelait, ça s'appelait les AS-30. Et c'était des missiles qui étaient tout à fait capables de... En fait, ils rentraient, ils étaient tellement rapides qu'ils rentraient dans le pilier du pont et ils explosaient à l'intérieur du pilier. Donc là, effectivement, les dégâts étaient quasiment non réparables. Votre pont s'écroulait proprement, si j'ose dire, et vous mettiez des mois, voire des années avant de le réparer. Donc le problème aujourd'hui, c'est que tant que les Ukrainiens ne disposent pas d'armes qui sont capables de frapper les piliers, ils pourront frapper la travée. Mais une travée, c'est réparable. Alors c'est plus ou moins réparable, mais c'est toujours réparable. Beaucoup plus rapide que ne le sont les piliers. Et d'où l'importance de ces fameux missiles Taurus allemands que les Ukrainiens demandent depuis longtemps justement à Berlin pour pouvoir aussi taper ces fameux piliers étravés du pont de Kerch. Sergueï Girnov, on dit peut-être un mot aussi pour les téléspectateurs qui n'ont plus en tête l'importance du pont de Crimée, le pont surnommé le pont de Poutine. C'est vraiment le joyau de Vladimir Poutine. Là, on se dit, après Koursk, à une dizaine de jours d'intervalle, est-ce que les Ukrainiens ont tenté l'autre gros coup qu'il y avait à faire en Ukraine ? C'est un symbole énorme. Parce que je vous rappelle que quand Poutine, en 2014, a annexé la Crimée de l'autre côté était ukrainienne. Enfin, le territoire était ukrainien. Donc, de toute façon, la Crimée, c'est une péninsule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Khrouchtchev, à l'époque soviétique, l'a rattaché à l'Ukraine. Parce que tout l'approvisionnement de la Crimée se faisait par le continent. Et donc, il a fallu absolument construire quelque chose pour désenclaver cette péninsule. Et donc Poutine a lancé les travaux en 2016. Ça a pris 3 ans ou 4 ans plus exactement. En 2018, il a inauguré d'abord le pont autoroutier et puis un an plus tard un pont de chemin de fer. Et donc c'est un ouvrage qui est long de 18 km, qui permet justement l'approvisionnement depuis le territoire russe de cette péninsule de Crimée. Et d'ailleurs, lorsque Poutine a lancé la guerre en 2022, il a très très rapidement voulu envahir aussi la région de Kherson et de Zaporizhia, celles qui sortent sur la mer d'Azov, pour justement fermer le rond. Parce que comme ça, les 2 points d'approvisionnement de la Crimée sont maintenant sous le contrôle russe. Mais Poutine, les 2 fois, quand il a inauguré ce pont, c'est lui-même qui s'est déplacé, il a fait un cinéma, il s'est mis au volant du camion, il s'est mis au volant du train, et donc à chaque fois, pour lui, c'est un ouvrage qui a coûté des milliards et des milliards, mais en même temps, les 18 kilomètres de ce pont, c'est aussi les 18 000 kilomètres de points d'impact où les missiles peuvent arriver. Donc c'est aussi un ouvrage qui est quand même fragile de ce point de vue, parce que c'est juste c'est pas un point. Que lorsque vous avez 18 kilomètres, en plus, ils peuvent être attaqués par la mer et par l'air. Et donc là, c'est quand même un casse-tête. Bon, par la mer, ils ont mis apparemment les filets qui les protègent des drones navals de l'Ukraine, qui sont extraordinaires. Redoutablement efficaces. C'est les petits drones. En fait, un pont, c'est quand même un ouvrage assez conséquent. Vous vous souvenez, il y avait les généraux allemands qui, à 4, ont discuté comment un Taurus pourrait faire tomber ce pont. Et d'ailleurs, ils ont dit c'est le pilier qu'il faut viser, parce que tant que les piliers de pont ne sont pas touchés, le pont ne va pas tomber. Ouais, et on se rappelle de l'importance justement de ces Taurus. Enfin, ça avait fait grand bruit quand même, cet échange qui avait été intercepté et rendu public, parce qu'on découvrait aussi, les soldats disaient en gros, pour utiliser ces Taurus, il faudrait qu'on les manipule depuis le territoire aussi ukrainien. Donc, ou d'un avion. D'un avion. Ouais. Maintenant, ils ont les F-16. Maintenant, ils ont les F-16. C'est vrai qu'à l'époque, on attendait tellement les F-16 que c'était plus simple de se dire... En fait, depuis la Terre, on avait du mal même à atteindre le pont de Crimée, parce qu'il y a quand même 150 km, je crois, avant à parcourir. Et donc, on était quasiment à la limite de la portée des missiles qui étaient livrés par les Occidentaux à l'Ukraine. Maintenant, avec les F-16, lorsque vous êtes en altitude, donc le missile peut aller beaucoup plus loin, en fait. Et ces généraux, ils discutaient de ça, mais ils discutaient des points névralgiques. Mais une fois, lorsque ça a été ébruité, ça a coupé court au programme
de livraison de Taurus allemands, parce qu'ils étaient tellement effrayés qu'ils ont eu peur, en quelque sorte, politiquement en fait. Nathalie Schrin, c'est l'humiliation ultime, cette fois-ci des Ukrainiens sur le pont de Crimée, à 10 jours, je le redis, mais à 10 jours d'intervalle de l'incursion à Koursk. Là, ils capitalisent, on va dire, sur la lancée. Ce qui ne doit pas faire plaisir, on y reviendra avec vous, Claude Blanchet-Maison, mais à Vladimir Poutine. On n'était pas très heureux quand le pont a été construit. Je me souviens des crises de nerfs de tous les Ukrainiens en disant « Mon Dieu, ils ont fait un pont comme ils ont osé ». Parce que c'est vrai que la Crimée, le 14 mai 1954, a été rattachée à l'Ukraine et l'Ukraine a tout apporté en Crimée. L'eau, l'électricité, enfin je veux dire, il n'y avait rien. Il y avait des chèvres et puis c'est tout. Hein, je veux dire, il faut s'imaginer que l'Ukraine a quand même beaucoup investi pendant 50 ans pour apporter tout ce qu'il y avait sur la Crimée. Pour développer le territoire. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ils ont permis aux Tatars de Crimée de revenir aussi. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce que les Tatars, ça n'a jamais été, pour nous, ça n'a jamais été russe, la Crimée. Faut bien se remémorer ça. Pour nous, c'est quand même Tatar. On a des liens avec les Tatars depuis très très longtemps. Donc la Crimée, pour nous, je pense qu'il n'y aurait pas eu forcément de Cosaques s'il n'y avait pas eu des Tatars de Crimée. On n'aurait pas voulu lutter contre les Tatars. Et du coup, il y a quand même une histoire avec la Crimée qui est vraiment forte entre les Ukrainiens et les Tatars. Et il faut aussi se rappeler que le chef des Tatars est en Ukraine. Donc les liens entre les Tatars et les Ukrainiens sont à prendre en compte et ils sont je pense que les Ukrainiens ont très envie de libérer la Crimée aussi pour faire honneur aux Tatars. Mais d'ailleurs, lui ou l'un de ses adjoints, ce chef des Tatars de Crimée, a déclaré, c'est concomitant, mais il y a quelques heures, que ce qui se passait à Koursk pouvait être un ballon d'essai pour une potentielle incursion et reprise de la Crimée. Bon. Ça n'a rien à voir, évidemment. Oui, Sergueï. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 jours, les Ukrainiens ont frappé aussi une petite presqu'île en fait, qui est au sud, en face de la ville de Kherson. Et donc, il y avait, et donc ils font des incursions. En fait, ils cherchent à déconcentrer les Russes pour que les Russes ne comprennent pas où va être le prochain coup des Ukrainiens. Et de toute façon, le pont de Crimée, c'est un symbole qui, tôt ou tard, les Ukrainiens se font quand même un plaisir de le taper. Mais comme disaient vos collègues, mon cher général, il faut choisir aussi le bon moment pour le frapper, parce que ce n'est pas, enfin, en lui-même, le pont est bien important, puisque si vous le frappez, l'approvisionnement par le pont de Crimée est coupé, donc Crimée devient plus vulnérable. C'est pour ça d'ailleurs les Russes construisent actuellement un chemin de fer de plus sur la mer d'Azov, en fait c'est sur la frontière au ouest de la mer d'Azov, mais c'est pas un but en soi. Ça veut dire dans la guerre, vous devez toujours avoir une vision globale de ce que vous faites et choisir le bon moment pour détruire un ouvrage comme ça. Claude Blanchet-Maison. Oui, non, mais c'est vrai que ce pont de Crimée, ce pont de Kerch, c'est un enjeu considérable, même si c'est pas l'arme absolue pour isoler l'approvisionnement de la Crimée, puisqu'en effet, les Russes occupent la continuité territoriale qui permet d'approvisionner, même si les routes sont pas de bonne qualité, même s'il y a un chemin de fer qui est encore en construction, etc. Il y a aussi le fait que, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que de mon séjour de 4 années en Russie, c'est que les Russes sont superstitieux et que l'idée du pont de Kerch est une idée maudite, parce que un tsar a essayé de construire le pont de Kerch et les nazis ont essayé de construire un pont de Kerch, et dans les deux cas, ça a été balayé à l'époque des tsars par les glaces, qui en plus, il semble que le sol au fond de la mer soit assez mobile, assez incertain, que peut-être d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette guerre, il disparaîtrait de lui-même, parce qu'en effet, les piles sont amenées à bouger. Et là, on voit bien que, effectivement, l'Ukraine va un petit peu aider le mauvais sort à faire son œuvre,
en tapant sur le pont de manière relativement décisive. Et effectivement, c'est probablement le prochain objectif.